Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez. Nous voir, ce n'est pas le plus important. En tout cas, nous sommes très contents de vous accueillir pour cette conférence, web conférence de la Fédération française de la peau sur un sujet qui est d'actualité parmi les plus importants aujourd'hui. Et ça nous a semblé, au titre des membres du conseil d'administration de la Fédération française de la peau, d'aborder cette problématique de la vaccination et des maladies dermatologiques, parce que cette thématique a été abordée par un certain nombre d'associations. Donc, un certain nombre d'associations ont déjà effectué ont interrogé leurs scientifiques, leurs comités scientifiques, pour savoir quelles étaient les préconisations à faire dans plusieurs pathologies. Les commentaires qui ont été extrêmement importants nous ont incité positifs par rapport à ces préconisations, nous ont incité à pouvoir à déployer quelque chose de plus systématique sur la vaccination. Donc, nous allons avoir trois interventions. L'intervention de Madame Giovanna Marsico, qui est déléguée au service public d'information en santé, qui est un site que vous connaissez parce que c'est celui qui donne toutes les informations sur la santé et qui est très mobilisé aujourd'hui sur la partie Covid et vaccination. Nous aurons d'autre part la participation du professeur Delphine Stomont, qui est dermatologue au CHRU de Lille, et du professeur Vincent Descamps, qui est chef de service à Bichat Claude Bernard, et qui donc nous présenteront, on va dire, l'art en la matière, qui nous semble important de pouvoir diffuser. Et il y aura l'intervention aussi de Jacques Valch, qui est administrateur de la FFP et aussi administrateur de l'association française du pemphigus pemphigoïde, donc qui est membre de la Fédération française de la peau. Et enfin, Georges Martineau, que vous avez pu apercevoir, qui va donc nous parler des projets 2021 en conclusion de cette première table ronde, de cette première conférence. Donc, je laisse la parole à Georges Martineau, qui va donc lancer les différents débats. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Donc, Jean-Marie a rappelé rapidement le programme et on va immédiatement regarder une vidéo que nous a adressée Madame Giovanna Marsico, qui est donc la déléguée au service public d'information en santé. Madame Marsico ne pouvait pas être parmi nous ce matin, mais elle a souhaité nous dire quelques mots sur le service public d'information en santé et la stratégie de communication du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Fédération française de la peau de me donner l'occasion, en tant que déléguée du service public d'information en santé, de vous parler de la stratégie de l'information que l'État porte à travers le service public et de vous donner aussi quelques éléments sur le positionnement autour de l'information concernant la vaccination. Je suis Giovanna Marsico, je suis déléguée hospice depuis juin 2016, année dans laquelle le service public d'information en santé a été créé par la loi de modernisation du système de santé, avec mission de offrir l'information la plus qualifiée, fiable, gratuite, accessible et actionnable à toutes et tous les citoyens sur le territoire français et notamment celles et ceux qui sont les plus éloignés du numérique et également celles et ceux qui sont en situation de handicap. Et par ailleurs, à ce sujet, nous avons élargi le champ défini par la loi en prenant en compte les personnes qui ont un niveau de littératie réduit et également les personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc, santé.fr, qui est le site qui est porté par le service public d'information en santé, a été lancé en 2017 à partir d'un pilote territorial
Il s'est élargi sur toute la couverture du territoire national fin 2019 et il est actuellement très mobilisé sur la lutte contre la Covid, mais pas que. Concernant la lutte contre la Covid, Santé.fr a hébergé à partir de l'année dernière, à partir de la fin du premier confinement, le 11 mai 2020, une carte géolocalisée permettant de repérer tous les lieux qui délivrent des tests, au départ uniquement RT-PCR, et puis à partir de l'automne également les tests antigéniques et tous les professionnels missionnés pour mener cette mission. Dès le 15 janvier, nous avons également enrichi le service Covid avec la liste de tous les lieux délivrant la vaccination sur tout le territoire national, avec des informations d'organisation de ces lieux, horaires d'ouverture, accessibilité, évidemment coordonnées, numéro de téléphone, mais également la possibilité de se rendre directement sur le lien de prise de rendez-vous en ligne, donc auprès des opérateurs de prise de rendez-vous qui ont été identifiés dans le cadre de la lutte contre la Covid. Donc, cette carte, ce service, cette liste a été consultée énormément. On est à 44 millions de visites depuis le 15 mars dernier. Et elle a été complétée également par une autre liste qui est celle des lieux permettant de délivrer les traitements d'anticorps monoclonaux aux personnes éligibles, c'est-à-dire aux personnes au-delà d'un certain âge ayant des symptômes de la Covid ayant été diagnostiqués en moins de 5 jours et qui ont des risques particulièrement importants de contracter cette maladie. Également, voilà, les anticorps monoclonaux sont une voie de traitement de la maladie et les centres les délivrants sont indiqués sur santé.fr, bien évidemment, après consultation de son médecin traitant. Mais au-delà de ces aspects plutôt fonctionnels, santé.fr offre également des contenus de caractère éditorial. Donc, concernant la Covid, on a une FAQ, donc une fiche de questions-réponses qui est mise à jour au rythme quotidien et qui permet de trouver toutes les informations concernant la vaccination, mais également d'autres contenus sur la recherche à l'état actuel, sur le Covid long. Par exemple, on a un dossier dédié sur le Covid long et un dossier dédié au traitement et l'interaction médicamenteuse. Donc, sur Covid, on a vraiment beaucoup de contenu. Mais voilà, la vocation de santé.fr est bien au-delà de la lutte contre la Covid. La vocation de santé.fr est justement celle d'offrir des contenus qui permettent d'avoir un niveau d'information permettant de mener des choix éclairés. Donc, vraiment, la vocation de santé.fr est de fournir de l'information sur tout le domaine sanitaire, médico-social et social pour que toutes et tous les citoyens français puissent prendre les choix les plus éclairés possibles dans le cours de leur expérience de santé, dès la naissance jusqu'au décès, donc avec toute une attention notamment concernant la prévention, mais également le diagnostic, prévention primaire, mais aussi secondaire et tertiaire, et puis les pathologies, l'accompagnement, les services à travers une répartition géographique, parce que notre carte géolocalisée permet de trouver effectivement tous les services et les soins sur le territoire autour de soi. Donc voilà, tout rapidement, très brièvement,
Le but était de vous informer sur notre stratégie nationale de l'information en santé, qui a porté un lien avec une gouvernance très, très importante, dans laquelle nous associons systématiquement les associations d'usagers, qui sont pour nous des alliés extrêmement importants, d'une part parce qu'elles nous permettent d'identifier les besoins, de faire remonter les besoins, d'évaluer nos services, de relayer en termes de communication l'existence de santé.fr et de la démarche du SPIS auprès des adhérents et auprès des patients, et particulièrement de participer à nos travaux sur différentes thématiques, les thématiques qu'on porte en tant que porteur d'expertise. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important de pouvoir travailler avec les associations d'usagers et les personnes concernées également. Et donc, on sera ravis de pouvoir poursuivre les travaux avec la Fédération française de la peau et les autres associations pour pouvoir assurer vraiment la meilleure information et le meilleur accès à la santé et aux soins pour toutes et tous les citoyens. Je vous souhaite des meilleurs travaux et je vous souhaite également un très bon week-end de Pâques et j'espère à très bientôt. Au revoir. Voilà, c'était un mot de présentation en fait de Madame Giovanna Marsico. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la suite. Donc, le temps de connecter nos intervenants. Nous allons accueillir Madame Delphine Stomont et nous accueillons également le professeur Descamps. Professeur Stomont, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Je vais en profiter pour, de mon côté, voir ce qu'il en est du professeur Descamps. Oui, bien sûr. J'espère que... Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous pour la Société française de dermatologie et le groupe Eczéma. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis dermatologue et allergologue au CHU de Lille. Je travaille en particulier dans le domaine donc, de la dermatite atopique, de l'urticaire, des allergies médicamenteuses. Donc, c'est sûr que le vaccin anti-Covid actuellement, c'est vraiment l'actualité parce que c'est notre manière de contribuer à la vaccination massive qui est indispensable et c'est ça qui nous, j'espère, fera sortir de cette crise sanitaire sans précédent. Voilà, moi, ma contribution en tant que dermatologue et d'allergologue, c'est d'apporter des informations, de rassurer, d'accompagner la vaccination des patients qui souffrent de maladies dermatologiques, notamment des maladies dermatologiques inflammatoires chroniques, de les accompagner également quand ils ont des traitements, notamment des traitements systémiques, et de pouvoir vraiment rassurer et dire qu'on peut se faire vacciner. Voilà, et quand il y a éventuellement des réactions, des poussées de la pathologie inflammatoire, accompagner, rassurer et puis gérer pour que la deuxième dose puisse se faire. Et puis également, vous savez qu'il y a eu beaucoup de crainte de réactions allergiques au vaccin. Et donc, il y a beaucoup de patients atteints de pathologies inflammatoires, notamment dermatologiques, qui ont des antécédents allergiques atopiques et qui se posent de la question extrêmement légitime de pouvoir se faire vacciner sans risque. Et donc, là encore, c'est notre quotidien, c'est à peu près 20-30 messages au moins par jour d'analyse au cas par cas, mais la plupart du temps, vraiment, c'est pour rassurer, donner le feu vert pour la vaccination, et puis ça se passe très bien. Mais vraiment, on a un rôle très, très important. Je veux dire que ce que je dis toujours, c'est je vaccine pas forcément les patients, mais en tout cas, au quotidien, je travaille à faire en sorte que les patients puissent se vacciner en ayant confiance et pour que tout se passe bien. Alors après, si on a des problèmes pour connecter le professeur Descamps, c'est vrai que le professeur Descamps présentait les vaccins et une vision plus générale de peau et vaccins et Covid. Mais si ça peut arranger le problème technique, je veux bien commencer. Bon, je pense que vous pouvez commencer. Merci, professeur Stomont. Effectivement, on a un petit problème de connexion. Merci. Pas de problème, il faut juste que j'ai mon diaporama. Alors après, je peux parler a cappella aussi,
Mais bon, c'est sûr qu'avec le diaporama, ça sera certainement plus agréable pour les auditeurs. Alors voilà, normalement, il y avait un petit jeu d'animation, mais la question, c'était puis-je me faire vacciner si je suis suivie pour une affection dermatologique? Eh bien oui. Et puis-je me faire vacciner même si j'ai un traitement systémique, notamment un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur? Eh bien, moi, je dis oui, et d'autant plus que vous êtes traité. Donc, en fait, vous pouvez toujours trouver plein d'informations sur le site de la Société française de dermatologie. Voilà, là, c'est le site où vous avez accès grand public et vous avez plein d'informations sur la vaccination anti-Covid. Alors, soit dans les maladies inflammatoires chroniques de manière générale, c'est la filière FAI2R. Et ça, dès le début, dès le mois de mars, on a eu pas mal d'informations on a incrémenté le site de la SFD avec toutes ces informations et on a également diffusé, en tout cas à Lille, on diffusait à tous les patients. Et vraiment très vite, parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que nos patients atteints de maladies inflammatoires de la peau doivent continuer leur traitement. Alors bien sûr, très vite, on s'est dit qu'il ne fallait pas arrêter de façon intempestive les traitements immunosuppresseurs, immunomodulateurs, les biothérapies, par exemple le dupilumab dans la dermatite atopique, sauf si bien sûr on avait des signes qui étaient évocateurs de la maladie Covid, fièvre, toux, difficultés respiratoires, courbatures, enfin un syndrome grippal. Dans ce cas-là, il fallait faire un test. Alors maintenant, on a heureusement accès aux tests PCR beaucoup plus rapidement avec des résultats très rapides. Et dans ce cas-là, si on était positif, on arrêtait le traitement, bien sûr, en discutant, en contactant son médecin traitant, le dermatologue. Alors, il y a plein de traitements de fond. Je vous montrerai finalement qui ont montré que c'est tout à fait rassurant de les continuer. Et puis d'autres pour lesquels on continue, mais il faut être un petit peu plus prudent. Et je vais vous montrer ça sous forme d'un tableau après. Voilà, alors ça c'est donc l'évaluation du risque de Covid sévère, c'est-à-dire je n'arrête pas mon traitement, je contracte la maladie en période de circulation du virus. Quel est mon risque en fait de faire une réaction Covid sévère? Eh bien vous voyez, on peut à peu près, alors il y a pas les références qui apparaissent ici sur l'écran, mais bien sûr c'est référencé. On a un axe qui va du risque faible au risque élevé. Et vous voyez que finalement, les molécules où on a quand même un risque élevé de faire une pathologie, une infection Covid sévère, finalement, c'est surtout les corticoïdes, le traitement, un vieux traitement. On a toujours peur des nouveaux traitements, c'est plutôt un vieux traitement, les corticoïdes. Pas toutes les doses, c'est quand on prend au moins 15 mg par jour de corticoïdes depuis au moins un mois. Et puis, c'est également le rituximab, parce que le rituximab, il va mettre à plat les lymphocytes B qui fabriquent les anticorps avec lesquels on se défend en partie contre l'infection Covid. Et donc, on n'arrête pas ces traitements-là, mais il y aura un point de vigilance, en particulier chez ces patients s'ils contractent la Covid. Et vous voyez que d'autres traitements qu'on utilise beaucoup en dermatologie, comme le méthotrexate, également parmi les biomédicaments, le dupilumab, anticorps qui bloque l'IL-4 et l'IL-13, puis toutes les biothérapies du psoriasis, vous voyez, anti-IL-12-23, anti-IL-17, anti-IL-23, et bien là, il y a vraiment un profil de sécurité tout à fait rassurant. Ça veut dire qu'il y a eu des patients sous traitement qui ont fait une infection Covid et qui n'ont pas fait de forme plus sévère que dans la population générale. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc tout ça, en fait, les choses changent, mais c'est normal parce que c'est nouveau pour nous également, médecins et scientifiques. Donc tous les jours, on s'adapte aux nouvelles data, aux nouvelles données scientifiques. Et donc progressivement, on a incrémenté le site de la Société française dermatologie avec notre expérience de terrain et des choses qui sont des messages qui étaient tout à fait rassurants. Donc vous pouvez trouver sur le site de la Société française de dermatologie, dans l'onglet GRET, les conseils aux patients qui sont atteints de dermatite atopique concernant la vaccination contre la Covid-19. Et on a des données de la littérature, du registre européen et l'expérience du terrain, sur le terrain des membres du GRET qui montrent que quand on a une dermatite atopique, on n'est pas plus à risque que la population générale à faire une infection Covid sévère et qu'il ne faut pas arrêter les traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs en cours. D'autant plus, et ça c'est ce que l'EDFAD, le groupe européen, a dit,
c'est qu'une poussée de la maladie qui serait provoquée brutalement par un arrêt d'un traitement pourrait finalement avoir un impact bien plus négatif sur le système immunitaire du patient que l'arrêt du traitement lui-même. Et bien sûr, on respecte scrupuleusement les gestes barrières, d'autant plus qu'on est sous traitement. Voilà, donc on a ce petit message. Alors ça, c'est un message maison, un message que j'avais préparé pour mes patients en dermatologie. Alors bien sûr, on évalue au cas par cas, mais on a un message un peu général où nos patients peuvent se renseigner. Et donc, on leur dit que s'ils sont suivis pour une maladie inflammatoire de la peau, PSO, DA, dermatose bulleuse ou un cancer de la peau, avec des traitements par immunothérapie, et s'ils ont un traitement par voie générale pour cette maladie, que ce soit des comprimés, cyclosporine, méthotrexate, ou des injections ou des perfusions comme méthotrexate, biomédicaments, immunothérapie et thérapie ciblée pour le mélanome, les vaccins ne sont pas contre-indiqués, ils sont même vivement recommandés pour éviter de faire une forme sévère. Si on est traité par injection, on évite juste de faire la même injection, l'injection le même jour que le vaccin, parce qu'on ne sait pas si ça peut diminuer l'efficacité du vaccin, on n'a pas de data. Et le point de vigilance, c'est le rituximab et la cortisone, parce que ça diminue fortement le système immunitaire, plus que les défenses immunitaires, plus que les autres. Et dans ce cas-là, les patients sont prioritaires pour la vaccination anti-Covid. Et s'ils ont des signes d'infection Covid, ils doivent nous contacter, comme l'a dit Madame Marsico, dans les 5 jours, parce qu'il y a peut-être un traitement de la Covid, notamment les anticorps monoclonaux, à proposer. Mais là encore, c'est au cas par cas. Alors, puis-je me faire vacciner si je suis atopique? Oui. Puis-je me faire vacciner même si j'ai des antécédents allergiques? Cela dépend de l'allergie. Et donc là, l'avis allergologique est intéressant. Alors, bien sûr, on a commencé à travailler avec les seules choses qu'on avait, c'était les données de sécurité qui étaient issues des essais cliniques. Et initialement, on avait les vaccins RNA, donc le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Ce tableau, juste pour vous montrer le nombre important de patients qui sont rentrés dans ces programmes de vaccination. Ça a été très vite, c'est vrai, c'est une première, et tant mieux. On n'a jamais été aussi vite, mais c'est juste que chaque étape a été rigoureusement respectée, comme d'habitude, mais en allant beaucoup plus vite, parce qu'au niveau administratif, au niveau politique, ça s'est débloqué beaucoup plus vite que d'habitude, avec des populations jeunes et des populations âgées également. Et donc, la plupart du temps, et c'est ce qu'on voit également en pratique, en fait, les réactions qu'on voit au vaccin, ce sont des effets de type réactogénicité, c'est-à-dire c'est lié à l'effet même immunogène du vaccin. Ça veut dire que, comme on dit, le vaccin prend, c'est-à-dire que le système immunitaire réagit et c'est ce qu'on attend. Et ça n'a rien à voir avec de l'allergie, ça se voit avec plein de vaccins. Le vaccin contre la grippe, on peut faire une grippette après, le vaccin contre la fièvre jaune, enfin plein de vaccins. Donc, les réactions locales au niveau du bras, douleur, rougeur, gonflement local, ça peut parfois être très important, invalidant, mais c'est une réaction attendue de réactogénicité. Ça peut être variable selon les individus, on est plus ou moins sensible, mais ça, c'est plutôt bon signe et ça n'est pas grave, ça n'est pas de l'allergie. Les réactions systémiques, telles le syndrome grippal, fatigue, céphalée, courbatures, douleurs dans les articulations, fièvre, parfois un peu de troubles digestifs, ça aussi, c'est le signe que votre système immunitaire s'active. Et souvent, c'est retardé, c'est plusieurs heures après la vaccination, hein, ce n'est pas dans les minutes qui suivent, c'est souvent dans les 2-3 jours post-vaccination, ça passe tout seul avec du paracétamol, ça ne dure pas longtemps, c'est peut-être un petit peu plus important chez les jeunes, et peut-être un petit peu plus après la deuxième dose, hein, le corps reconnaît la deuxième dose, mais en tout cas, c'est des choses qui ne sont pas graves et qui ne sont pas de l'allergie. C'est très important de le distinguer. Il y a eu beaucoup d'informations, de messages, beaucoup de fake news aussi sur les réactions vraiment d'allergie, notamment les réactions d'hypersensibilité immédiate. Si on part des essais cliniques, les réactions d'hypersensibilité avec le vaccin Pfizer, c'était 0,63% des patients dans le groupe vaccin versus la même chose, 0,51% dans le groupe placebo. Et avec le vaccin Moderna, c'était 1,5% dans le groupe vaccin versus 1,1% dans le groupe placebo. Donc, les patients qui n'avaient pas reçu le vaccin, mais ils avaient été injectés dans les mêmes conditions, mais avec un placebo. Et en plus, c'était des choses souvent pas graves. Une réaction au site d'injection, parfois un petit peu d'éruption dont Vincent Descamps nous parlera, mais rien qui était à terme d'allergie. Et si on prend,
Si on prend l'expérience en vraie vie, ça, c'est des résultats américains du Center of Disease Control. Si on prend les réactions allergiques sévères, donc avec de l'anaphylaxie, sur 1 million de patients vaccinés en vraie vie, on a 11,1 cas. Donc, pour ces patients, effectivement, c'est significatif. Mais en termes de population générale, ça n'est que 11,1 cas. Et sur 1 million de patients qui ont été vaccinés avec le Moderna, c'est 2,5 cas. Je vous ai mis d'autres expériences en vraie vie parce que c'est ça qui est important, c'est la vraie vie. Les patients dans les essais, on peut toujours dire qu'ils sont sélectionnés. Là, ce sont vraiment les patients qu'on rencontre tous les jours. Donc ça, c'est également une étude rassurante américaine. Ils ont un système de recueil des effets indésirables avec le vaccin. C'est un recueil entre mi-décembre et mi-janvier 2021. Eh bien, on a eu... avec le vaccin Pfizer, 47 cas d'anaphylaxie sur 9 millions, près de 10 millions de doses et 0 décès. Et avec le vaccin Moderna, 19 cas sur presque 8 millions de doses injectées, 0 décès. C'est survenu souvent, ça pouvait survenir tout à fait dès la première dose. Chez les patients qui pouvaient avoir des antécédents allergiques, certains patients avaient également, on voit déjà des antécédents anaphylactiques. Et en tout cas, là, ça se passe, c'est pour ça qu'on met des surveillances de 15 minutes, 30 minutes en fonction des patients dans les centres de vaccination ou chez les médecins qui vaccinent, parce que l'hypersensibilité immédiate, donc l'allergie vraie, c'est pas ce qui arrive le lendemain, le surlendemain ou le soir quand vous êtes chez vous, c'est dans les 10 minutes en moyenne qui suivent l'injection. Donc ça, c'est important. S'il se passe quelque chose, ça va se passer en milieu soignant, en fait. Et là, cette étude qui était intéressante, c'était chez 64 900 soignants anglais, une publication très récente dans le JAMA en mois de mars. Les cas d'anaphylaxie, vous voyez 0,027% avec le vaccin Pfizer et 0,023% avec le vaccin Moderna, donc un total de 0,025%. C'est vrai que souvent, il y a quand même des antécédents allergiques. Il y a eu des manifestations anaphylactiques, il n'y a eu aucun décès. Et le délai moyen, vous voyez encore, on était autour de 17 minutes. Et ils insistaient sur le fait que chez des patients qui avaient déclaré des antécédents allergiques déclarés, il y a eu plus de 4000 vaccinations qui se sont passées sans aucun souci. Donc, c'est sûr que pour l'individu à qui ça arrive, c'est problématique et c'est pour ça que toutes les mesures sont mises en place avant et juste après la vaccination. Mais à l'échelle de la population, ce qui est important pour couvrir pour une vaccination massive, vous voyez, c'est des chiffres qui sont extrêmement rassurants. Alors, qu'est-ce qui se passe rapidement dans l'hypersensibilité immédiate? C'est qu'en fait, dans l'anaphylaxie, en règle générale, il faut d'abord avoir déjà été sensibilisé aux produits auxquels on va réagir, et sauf si parfois c'est pas évident parce que la première exposition elle a pu être cachée. Ça peut être des réactions croisées, par exemple à un composant, un excipient qu'on a rencontré antérieurement avec un autre produit. On y reviendra. Mais dès qu'on va réintroduire, en fait, ça va récidiver à chaque nouvelle exposition, parce que les anticorps vont venir se fixer, qu'on a fabriqués contre le composant allergénique, ils vont venir se fixer sur des cellules qu'on appelle les mastocytes et les basophiles, qui vont libérer de l'histamine, et c'est ça qui va provoquer la réaction d'hypersensibilité. Mais parfois, on peut avoir des réactions qui miment l'anaphylaxie, l'allergie, même s'il n'y a pas de sensibilisation préalable. C'est ce qu'on voit, les patients qui réagissent dès la première dose. Et ça, c'est certainement parce qu'il peut y avoir certainement une irritation d'emblée de ces cellules chez des patients qui sont sensibles, même s'il n'y a pas d'allergie vraie à un produit du vaccin. Alors, je reviens. Les grades de sévérité des réactions d'hypersensibilité, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer des signes cutanés, de la rougeur, des démangeaisons, de l'urticaire, donc des plaques qui gonflent, qui grattent, voire des gonflements du visage. Et puis, dans les formes plus graves, il va y avoir des signes, le cœur qui va s'accélérer, de la tachycardie, chute de la tension. Il peut y avoir apparition d'une toux, d'une gêne respiratoire. Et puis, au maximum, et bien sûr, on n'attend jamais ces stades-là,
là où vous êtes vacciné, il y a toujours, on est équipé en épinéphrine, c'est le traitement, l'adrénaline des réactions d'hypersensibilité immédiate. Et dès les premiers signes d'anaphylaxie, dans les minutes qui suivent le vaccin, on doit mettre le traitement. C'est juste un traitement intramusculaire, c'est extrêmement rapide pour ne pas arriver au choc. Voilà, ça c'est également vous montrer la vraie vie. C'est les États-Unis, c'est des données des États-Unis où ils montraient en date du 23 décembre 2020 aux États-Unis sur presque 2 millions de doses administrées, on avait 0,0011% d'anaphylaxie, donc 21 cas qui survenaient dans les 13 minutes. Et cette diapositive, je vous la mets parce que finalement, quand on compare par rapport à la fréquence de l'anaphylaxie aux USA, ben vous voyez, l'anaphylaxie alimentaire, par exemple l'allergie à la cacahuète, c'est 79 cas par million par an. Et en France, c'est 1 cas d'anaphylaxie, donc de réaction sévère à la cacahuète tous les 5 jours en France. Depuis qu'on vaccine avec le vaccin à Lille, je n'ai constaté aucun cas d'anaphylaxie et on a à peine, à ma connaissance, 30 cas en France et pas des cas sévères. Par exemple aussi, l'anaphylaxie lors d'une anesthésie, par exemple au produit au curare, c'est 100 cas par million d'anesthésies en France. Donc vous voyez, là encore, on est vraiment sur des chiffres, ça existe et toutes les mesures de avant et après sont mises en place de façon extrêmement rigoureuse, mais finalement, c'est beaucoup plus rare que pour d'autres causes d'allergie. Alors, qu'est-ce qui, dans les vaccins Covid, pourrait déclencher des allergies ? C'est compliqué parce que dans les vaccins, il y a plein de choses. Il y a soit le produit pour vacciner, donc ici c'est le virus, soit le RNA, soit des virus des vecteurs. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a des protéines, il y a des composants, des excipients, des conservateurs. Alors là, je vous ai mis dans un tableau qui résume un petit peu les conservateurs qui sont pour l'instant incriminés. Il y a des pistes solides pour dire que c'est cela, mais c'est pas encore formel. Là encore, je vous dis, on apprend tous les jours. Dans les vaccins qui sont basés sur la technologie de l'ARN, dont le professeur Descamps nous en parlera tout à l'heure, en fait, il y a un produit qu'on appelle le PEG, le polyéthylène glycol, qui est un produit en fait qui est utilisé comme stabilisateur de la nanoparticule, le produit gras, qui est tout à fait innovant, c'est une première, et ce vecteur, cette nanoparticule, vient en fait protéger le RNA pour qu'il puisse arriver au site d'injection et faire son travail d'immunisation. Eh bien, le polyéthylène glycol, on sait qu'on peut être allergique au polyéthylène glycol et peut-être que les quelques réactions qu'on a vues avec les vaccins Pfizer et Moderna sont liées à une réaction au polyéthylène glycol. Mais c'est un polyéthylène glycol très particulier, c'est très, très innovant et ce n'est pas forcément le même polyéthylène glycol qu'on peut retrouver dans d'autres produits comme les préparations pour les coloscopies, certains médicaments comprimés, des produits d'hygiène, mais ce n'est certainement pas les mêmes polyéthylène glycol. Mais ça peut peut-être expliquer ce que certains patients ont réagi dès la première injection de Pfizer ou de Moderna parce qu'ils avaient rencontré le polyéthylène glycol avec d'autres produits auparavant. Donc ça se repère. On demande aux patients qui ont des antécédents d'allergiques, on leur demande à quoi ils sont allergiques et nous, on vérifie en amont s'il y avait du polyéthylène glycol possiblement au moment où ils ont fait leur antécédent d'allergie et s'il y a besoin, on peut le tester. Dans les vaccins AstraZeneca et ceux qui vont arriver, eh bien, ce n'est pas le même conservateur, c'est un autre conservateur qu'on trouve dans plein d'autres vaccins, c'est le polysorbate 80, qu'on trouve aussi dans d'autres médicaments. Il peut y avoir également dans le vaccin AstraZeneca de la trométamine, dans le vaccin Moderna, de la trométamine, qui est contenue dans certains produits de contraste, le gadolinium pour l'IRM. Donc pareil, s'il y a déjà eu un antécédent d'allergie au gadolinium, on peut vérifier et tester le gadolinium et la trométamine. Donc, vous voyez, tout ça peut être contrôlé en interrogeant bien notre patient. Donc ça, c'est une fiche qu'on utilise beaucoup. C'est une fiche qu'on utilise sur le terrain. C'est une fiche de l'APHP qui a été co-rédigée par nos collègues professeur Soria et le professeur Barbeau, qui sont dermato-allergologues à l'hôpital Tenon et qui connaissent très très bien la question et avec lesquels je travaille très régulièrement. C'est une fiche qui est assez simple et qui montre bien que finalement, les seules contre-indications vraies, formelles, définitives, incontournables à la vaccination, quel que soit le vaccin, ce sont les patients qui ont déjà
une allergie à des composants du vaccin connus, notamment polyéthylène glycol, polysorbate. Et puis, les patients qui ont déjà fait une réaction à une première injection d'un vaccin contre le Covid. Là, bien sûr, c'est contre-indiqué de revacciner avec le même vaccin. Si des patients ont déjà fait une réaction immédiate à un autre vaccin qui n'est pas le vaccin de la Covid, par exemple le vaccin DTP, polio, ou à un médicament injectable, parce que c'est surtout dans les médicaments injectables qu'on peut trouver le polyéthylène glycol ou le polysorbate, là, il faut un avis allergologique et on peut faire des tests. Tous les patients qui ont fait des allergies cutanées, mais retardées, comme les syndromes d'hypersensibilité, le syndrome de l'aïeul, même si c'était grave, on n'a pas de contre-indication avec la vaccination Covid parce que ce n'est pas du tout le même mécanisme. Ce n'est pas de l'hypersensibilité immédiate, ce n'est pas les mêmes cellules. Si on a des antécédents d'urticaire, des antécédents atopiques, rhinite, conjonctivite, asthme, dermatite atopique, eczéma de contact, on peut être vacciné normalement avec une surveillance classique de 15 minutes. Ça n'est pas le même mécanisme. On n'est pas plus à risque que la population générale de faire une réaction d'hypersensibilité immédiate. Mais si on a des antécédents anaphylactiques, ça vaut quand même le coup de faire le point avec l'allergologue et d'augmenter, et si ce n'était pas une anaphylaxie aux produits composant les vaccins anti-Covid, dans ces cas-là, de manière systématique, on surveille un petit peu plus longtemps, 30 minutes, et avec l'adrénaline qui est de toute façon toujours à nos côtés quand on vaccine. Pour les patients qui ont une mastocytose, peut-être que ça concerne des patients dans l'auditoire, s'il n'y a jamais eu d'antécédent anaphylactique, c'est vaccination classique et on attend 15 minutes. Si par contre, il y a eu des antécédents de réaction anaphylactique, on fait quand même attention, on fait un bilan allergologique. Et moi, parfois, enfin même actuellement, je vaccine ces patients en hôpital de jour et je les garde un petit peu plus longtemps. Les patients qui ont de l'urticaire, angioëdème, eczéma, je vous ai dit, vaccination normale, piqûre d'insectes, allergie au venin de guêpes, de frelons, vaccination normale, allergie alimentaire, vaccination normale, ce n'est pas du tout les mêmes composants et les mêmes mécanismes. Et donc, là encore, je vous montrerai, je repasse là, il y a plein d'informations qu'on peut trouver. Par exemple, là, vous avez la Fédération française d'allergologie qui montre bien que la vaccination est vraiment, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination chez les patients qui sont atopiques. Et même quand on a des antécédents allergiques, eh bien, avec l'avis de l'allergologue, on peut être vacciné. Alors, puis-je présenter des réactions cutanées retardées après la vaccination anti-Covid? Oui. C'est sûr, ça on en voit régulièrement, elles ne sont pas graves dans notre expérience. Est-ce que cela contre-indique la deuxième dose de vaccin? Eh bien non, il ne faut surtout pas la contre-indiquer. Ces réactions cutanées aux muqueuses retardées, on pourra en parler en discussion. Elles surviennent après plusieurs heures, ce n'est pas dans les minutes qui suivent. Elles sont parfois longues à disparaître, mais jamais graves. D'ailleurs, elles peuvent se voir avec plein d'autres vaccins, avec le vaccin contre la grippe, le DTP, c'est possible. Il y a parfois un terrain prédisposé, des dermatoses préexistantes, un patient qui a déjà fait de l'urticaire, par exemple, ou de l'eczéma. Ça va de l'érythème, la rougeur, les démangeaisons aussi d'injection. Les patients qui ont de l'urticaire qui peuvent faire une poussée d'urticaire. Les patients qui ont de l'eczéma, une dermatite atopique qui peuvent faire une petite poussée d'eczéma ou dermatite atopique dans les suites du vaccin. Des gens qui se démangent. Il y a parfois des éruptions un peu post-virales, comme on voit chez les enfants, ça arrive. Mais ce n'est pas grave, un traitement symptomatique si besoin, avec des crèmes. On a eu quelques cas de zona chez des sujets pas forcément vieux, mais aucune forme sévère. On a eu 4 cas à Lille avec les vaccins Pfizer et chez des patients qui n'avaient jamais fait de zona. Et bien sûr, comme je vous dis, il ne faut pas contre-indiquer la deuxième dose. On est là pour vous aider, les dermatologues, pour accompagner une éventuelle réaction et pour vous surveiller lors de la deuxième dose. Si déclarer cet effet indésirable, oui, toujours, il faut déclarer cet effet indésirable. Et là, je vous ai montré sur cette dia qu'il y a plein de systèmes extrêmement efficaces en France de suivi. On est alerté au quotidien, je veux dire plusieurs fois par jour. Il y a les centres de pharmacovigilance, il y a l'agence du médicament, l'ANSEN, qui a une surveillance rapprochée en connexion avec l'Europe. Il y a des comités de suivi hebdomadaires entre la pharmacovigilance et l'ANSEM. Il y a un suivi pharmaco-épidémiologique au niveau avec le SNDS, les bases de données du Système national des données de santé, les big data. Il y a des
publication chaque semaine. Donc, vraiment, c'est encadré et on est là pour aider à ce que la vaccination puisse diffuser et se faire le mieux possible, même pour les patients qui ont des problèmes dermatologiques. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Merci aussi d'avoir pu faire une présentation aussi claire malgré les difficultés techniques qu'on a connues. Donc, on a, je crois, le professeur Descamps avec nous au téléphone. C'est ça, Monsieur Meurant? Exactement, oui, je vais. Merci d'afficher donc les slides du professeur Descamps et je vais le transférer par téléphone. Voilà, donc bonjour à tous et merci. Il n'y a pas trop d'interférences. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, cette présentation est une présentation qui a été réalisée par Odile Launay, qui est la responsable de la vaccination au niveau de la PHP, en lien d'ailleurs avec l'Institut Pasteur. Ok, voilà, donc c'était un rappel sur normalement comment donc peut-on mettre à disposition un vaccin. Vous voyez qu'il y a 4 étapes et qui nécessitent normalement une dizaine d'années, avec d'abord la recherche préclinique initialement, les données pharmacologiques, ensuite préclinique et clinique. Diapositive suivante. Et pourquoi toute cette durée est nécessaire pour avoir un vaccin? Parce qu'il faut répondre aux obligations normales de développement vaccinal, à savoir les 4 phases. La première phase, qui est donc la phase 1, où là, on va tester l'immunogénicité du vaccin sur quelques patients avec les données de sécurité. En phase 2, c'est là où on va pouvoir évaluer les doses nécessaires pour cette vaccination, toujours avec les données d'immunogénicité et de sécurité. Et la phase 3, c'est les études pivot qui vont permettre de juger vraiment plus réellement du vaccin sur des milliers de. Ensuite, la phase 4. Donc, vous voyez, il y a toutes ces phases qui, normalement, nécessitent un grand nombre d'années, jusqu'à 10 ans au total. Diapositive suivante. Alors, un petit rappel sur cette pandémie Covid-19 qui a permis donc un développement vraiment accéléré de la mise en place de ces vaccins. Donc, si on reprend les dates, 31 décembre 2019, c'est là où est déclarée donc à l'OMS cette infection à pneumonie atypique virale. 9 janvier 2020, c'est là où les autorités chinoises révèlent que cette infection est liée à un nouveau coronavirus qui trouvera le nom de SARS-CoV-2. 11-12 janvier, les collègues chinois mettent à disposition de la communauté internationale le séquençage. Vous voyez la rapidité avec laquelle tout ça est du génome, qui ouvre aussi la possibilité après de pouvoir avoir des cibles vaccinales. 16 mars 2020, on démarre les premiers essais cliniques. Vous voyez la rapidité. 11 janvier, on a la séquence. 16 mars 2020, déjà, les premiers essais cliniques qui vont être faits avec les vaccins ARN. Avril 2020, on a déjà 115 candidats vaccins. Juillet 2020, on débute les essais cliniques de phase 3. 9 novembre 2020, premier résultat d'efficacité. Et 2 décembre, autorisation du premier vaccin, donc le vaccin Pfizer. Donc, c'est assez impressionnant, on n'a jamais connu ça dans l'histoire, avec, vous voyez, si on revient à 7 décembre 2020, donc il y a quelques mois, on avait déjà 273 candidats vaccins, avec 58 cliniques. Donc c'est prodigieux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, grâce à l'ensemble de l'entraide internationale, nos collègues chinois qui ont permis le séquençage, et ensuite l'utilisation de tous nos outils de biotechnologie. Diapositive suivante. Donc c'est une situation vraiment inédite. Donc il y a eu mal de titres dans les journaux, une vitesse de l'éclair, on a entendu ces chiffres-là, et c'est vraiment ça. Jamais on a eu ceci. Pourquoi? C'est vrai que l'opinion publique s'interroge. Je dis mais comment est-ce possible? Tout ça est rendu possible parce qu'en fait déjà depuis longtemps on craint des pandémies infectieuses virales, et donc il y a des plateformes qui sont mises en place pour pouvoir développer rapidement des vaccins. On va voir les types de vaccins que l'on peut développer, et aussi passer les progrès actuels en termes d'immunologie, en termes de biologie moléculaire. Diapositive suivante. Des investissements aussi considérables. Vous voyez, sur les abscisses ordonnées, là, c'est en milliards de dollars, les investissements. Alors, quelquefois, quasiment en pure perte pour Sanofi, par exemple. Mais vous voyez, les ensembles des autres industries pharmaceutiques ont tous investi énormément dans cette recherche, avec, vous voyez, associés aux autres couleurs, des investissements aussi publics qui ont participé et ont aidé certaines de ces entreprises.
Diapositive suivante. Alors, quelles sont les différentes technologies vaccinales que l'on a à disposition et tout ce qui avait été mis en place en fait avant et qui a permis d'avoir cette mise à disposition de ces nouveaux vaccins. En fait, il y a différents types de vaccins. On a des virus, des vecteurs viraux, des acides nucléiques et des protéines. Et pour les virus, en fait, on a les virus classiques. Nous, quand on voit les vaccins dont on dispose actuellement, si on prend par exemple la vaccination pour la rougeole, ce sont des vaccins vivants, inactivés, donc c'est la première catégorie. Les vecteurs viraux, on peut avoir des vecteurs viraux réplicatifs, non réplicatifs, mais ça c'est la grande nouveauté, on le verra dans le cadre de l'infection Covid, qui a pu être mis à disposition. Les vaccins à base d'ARN là aussi ou d'ADN, c'est des grandes nouveautés. Et on avait aussi des vaccins classiques à type de protéines. Quand on parle de vaccins pour le papillomavirus, le Gardasil, c'est des virus-like particles, ce sont des particules virales, c'est des capsides en fait, qui sont auto-assemblées, qui sont injectées, donc c'est des protéines. Et par exemple, le vaccin aussi pour l'hépatite B, aussi des protéines. Vous voyez, on a un grand nombre de possibilités d'outils qui peuvent servir de vaccins. Diapositive suivante. Celui qui a un peu défrayé la chronique, parce que c'est vrai qu'au début, ça suscitait beaucoup d'inquiétudes, c'était ces vaccins à acides nucléiques. Alors, quand on voit les acides nucléiques, parce qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées aussi, oh là là, est-ce qu'on va pas modifier le patrimoine génétique? Donc, c'est parti un peu dans tous les... Donc, on peut avoir des vaccins à ADN, des vaccins à ARN. Alors, les vaccins à ADN, donc, on injecte des plasmides qui vont après être transcrits, donc ADN, transcrits en ARN, puis ensuite traduits en protéines. Donc, l'intérêt des vaccins à ADN, c'est très stable. L'ADN est très stable, donc pose pas trop de problèmes de conservation, mais c'est pas très efficace. Donc, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui et ce qui occupe le devant de l'actualité, c'est les vaccins à ARN, où là, c'est vraiment un progrès géant, où, comme me disait Delphine, ils sont protégés dans le cadre de nanoparticules lipidiques, qui sont extrêmement rarement en être à l'origine d'allergies, mais donc cet ARN est protégé dans ces nanoparticules lipidiques qui vont être injectées au niveau intramusculaire, et là, l'ARN est quasiment prêt à l'emploi pour être traduit en protéines. Ces protéines ensuite sont exprimées par ces cellules musculaires qui vont être captées ensuite par nos macrophages et qui vont induire une réponse immune. Donc ces vaccins à acides nucléiques permettent d'avoir rapidement la production de la protéine qui va nous immuniser. Et donc il faut cibler bien sûr le gène ou l'ARN du gène cible, ici le spike dans le cadre du coronavirus. Donc vous voyez, vaccin à ARN, donc c'est tout à fait impressionnant et c'est très très efficace. Diapositive suivante. Donc voilà un peu, c'est donc don't like it out, parce qu'en fait c'est très fragile et il faut les conserver dans des conditions de froid assez nouvelles, donc de moins 70, l'ARN. On les voit la représenter dans leurs nanoparticules lipidiques. Donc il y a une chaîne du froid à mettre en place pour pouvoir utiliser ces vaccins. Diapositive suivante. Alors les vecteurs viraux, donc c'est des technologies anciennes utilisées, c'est plus récent, plutôt dans les années 80. On a différents virus. Alors évidemment, il faut que ces vecteurs viraux ne soient pas pathogènes pour l'homme. Et donc comment cela fonctionne? On va modifier le patrimoine génétique de ces virus pour intégrer dans le génome viral, à la place d'un gène du virus, un gène de la protéine pour lequel on cherche à être immunisé. Donc là, on va mettre aussi le gène de la protéine spike. Diapositive suivante. Alors, quels sont les vecteurs viraux que l'on a à disposition? Donc, classiquement, je vous parlais du vaccin contre la rougeole. Donc là, c'est des vecteurs viraux réplicatifs, mais ce sont des virus qui sont atténués. Donc, ce sont des vecteurs viraux vivants. Donc c'est pour ça qu'on les contre-indique chez les patients immunodéprimés. Donc vaccin à base du virus de la rougeole. Et c'est là-dessus que Sanofi avait mis, L'Institut Pasteur avait mis un peu toutes ses billes, parce qu'ils ont une plateforme vaccinale qui a déjà un vecteur prêt à l'emploi dans lequel on rentre la cassette d'expression. Et donc cette plateforme avait montré de bons succès déjà pour le chikungunya, pour le Zika virus et autres. Et donc c'est ce qui a été fait pour le coronavirus. Et malheureusement, le niveau d'immunogénicité était insuffisant par rapport aux autres vecteurs. Donc une stratégie possible, ce sont des vecteurs viraux réplicatifs. Mais cela pose problème chez les patients immunodéprimés. Ce qui est nouveau là dans le cadre de la vaccination coronavirus pour le grand public, c'est l'apparition de ces vecteurs viraux
non réplicatifs avec en tête de liste les adénovirus. Ce sont les adénovirus recombinants qui sont les plus utilisés. Alors, l'adénovirus, c'est un virus que l'on connaît bien, qui est responsable des infections virales, rhinopharyngites et autres. Mais l'intérêt, quand on l'utilise comme vecteur, c'est qu'on a délété certains gènes qui sont responsables de sa réplication. Place de ces gènes-là, on met la cassette d'expression, donc le spike virus. C'était mon sujet de thèse de science, donc j'ai travaillé pendant 3 ans sur les adénovirus recombinants. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait performant, ces virus, parce que vous les injectez, donc ils vont infecter la cellule, mais ensuite, ils n'ont pas la possibilité de se répliquer, vont simplement exprimer à haut niveau la protéine, en plus de leurs protéines virales autres, et donc permettent l'immunisation contre le gène candida. Alors le souci avec les adénovirus, comme c'est des virus que l'on connaît, si on utilise des vecteurs viraux adénovirus humains, on peut déjà être immunisé et donc le niveau d'efficacité peut être moindre. Et donc c'est pour contourner cela, on utilise souvent des adénovirus différents des classiques. Par exemple, nos collègues russes ont utilisé un adénovirus de chimpanzé. Et en fait, il faut généralement faire 2 injections pour augmenter encore l'efficacité. Ils ont choisi 2 adénovirus différents pour permettre une bonne immunogenicité. D'autres pourront garder le même adénovirus. C'est pour ça aussi que les réactions aux vaccins tels que AstraZeneca, qui on verra un vaccin à base d'adénovirus, la deuxième injection peut être l'objet d'une réaction encore plus importante parce qu'on s'est déjà immunisé non seulement contre le spike du coronavirus, mais aussi contre les autres protéines virales qui sont aussi exprimées de l'adénovirus. Donc, vecteurs viraux non réplicatifs adénovirus. Ces adénovirus, c'est quand même pas simple. On utilise des lignes cellulaires qui complémentent le virus pour qu'il puisse se répliquer. Et donc, on fait comme ça des stocks de virus et ça doit être toujours très vérifié pour vérifier qu'on, dans ces stocks, il n'y a pas des vaccins qui soient non réplicatifs, qui soient réplicatifs, qui soient issus. Donc, maintenant, on se dit, mais pourquoi on n'a pas autant de virus, de vaccins que l'on souhaiterait? Et c'est une production industrielle qui est bien différente de celle d'une protéine et autres. Donc, il faut toujours vérifier que le virus est bien conforme à ce que l'on souhaite, le vecteur viral. Diapositive suivante. Donc l'état des lieux, là c'était en décembre 2020, mais c'est simplement pour vous montrer le grand nombre, c'est-à-dire on a quelques têtes de liste donc, qui ont franchi les phases 3, phase 4 et qui ont eu des autorisations de mise sur le marché et qui sont utilisées, mais il y a énormément de vaccins candidats. Donc on va parler principalement de l'ARN et des adénovirus parce que c'est ceux-là qu'on utilise actuellement, mais il y a d'autres vaccins en préparation avec des protéines, des unités protéiques, donc il y aura d'autres possibilités. Vous voyez, virus-like particules, il y a plein d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est vrai que celle dont on a à disposition, c'est l'ARN et les adénovirus. Diapositive suivante. Alors voilà donc le tableau résumant un peu ceux qui ont franchi les différentes étapes qui sont à disposition. Donc la première ligne, donc vous retrouvez le vaccin Pfizer ARN avec 2 doses, donc avec 4 semaines d'intervalle. Deuxième ligne, le vaccin Moderna qui est aussi maintenant mis à disposition. Ensuite, on a les vaccins chinois. Ensuite, vous retrouvez le Sputnik aussi. Là, c'est de l'adénovirus avec 2 doses, mais avec 2 adénovirus différents. Le Janssen qui va arriver là aussi adénovirus. Vous retrouvez un peu plus bas aussi le vaccin AstraZeneca avec les adénovirus. Voilà, et les vaccins aussi. Donc c'est l'adénovirus qui est recombinant, qui est vraiment le vecteur viral qui est le plus proposé actuellement. Diapositive suivante. Alors, vous voyez, les études cliniques ont été faites très largement, donc aux États-Unis, en Europe, en Russie. Diapositive suivante. Alors, quels sont les résultats avec ces vaccins? Donc, ça a été très, très rapide, ces phases 3, on l'a vu dans la première diapositive, et on a été spectaculairement impressionnés parce qu'on ne pensait pas qu'on pourrait avoir de tels résultats avec ces adénovirus. Là, c'est avec l'ARN, le Pfizer, c'est le vaccin ARN. Donc, alors, si on voit la courbe à droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les placebos contre les patients qui ont été vaccinés. Voilà, donc là, sur cette courbe, on voit bien qu'à 6 semaines, les patients vaccinés se détachent complètement de ceux non vaccinés. Donc c'est bien le délai nécessaire, donc il faut les 2 injections 2 semaines après, et là on a une bonne vaccination. Avec, vous voyez, lors de l'analyse des 170 premiers cas d'infection, on s'est rendu compte dans cette étude que les 162 cas
étaient ceux qui étaient dans le groupe placebo et simplement 8 cas dans le groupe vaccin. Et pour ces 8 cas, il n'y a jamais eu d'infection sévère. Non seulement ça limite le nombre d'infections et en tout cas, ça empêche des infections sévères à coronavirus. Donc c'est tout à fait spectaculaire et c'était des résultats assez inattendus. Diapositive suivante. Voilà, donc là c'est les données, on peut avancer parce que c'est vrai que on reprend un peu ces données montrant la grande efficacité de ces. Alors qu'est-ce qu'il y en a des effets secondaires? Les effets secondaires sont principalement des effets secondaires locaux, dont a parlé déjà Delphine, avec un érythème, rougeur. C'est vrai qu'au début, certaines personnes comme Eric Combe disaient oh là là, ils étaient impressionnés par l'importance du nombre des effets secondaires. En fait, non, globalement maintenant on a toute l'expérience et on voit bien que ces vaccins à ARN sont sont bien tolérés. Donc Moderna, les résultats sont assez proches du vaccin Pfizer parce que c'est aussi un vaccin ARN. Donc eux, ils ont montré que le vaccin pouvait être conservé à -20, ce qui vraisemblablement pourrait être aussi le cas du vaccin Pfizer, mais à chaque fois on est obligé de se référer aux études et à ce qui a été fait dans les études. Donc c'est pour ça qu'on restait avec -70 pour Pfizer et Moderna. Par contre, ils ont testé à -20, ils ont montré que c'était relativement stable à -20 degrés. Donc des résultats aussi montrant 94,5% d'efficacité, ce qui est tout à fait spectaculaire. Diapositive suivante. Donc on rentre là maintenant avec l'AstraZeneca au virus adénovirus recombinant, avec là encore des résultats tout à fait intéressants. On voit que les deux courbes aussi bien différents. Avec les 2 injections se faisaient à 4 semaines d'intervalle. Et vous avez vu qu'après, il y a eu des décisions un peu politiques et sur le fait de pouvoir immuniser le plus grand nombre de personnes et donc de différer sa 2e injection. Et donc aujourd'hui, les études cliniques ont confirmé qu'on pouvait faire une 2e injection à 8 semaines. Vous voyez, initialement, ça avait été fait 2 injections à 4 semaines et là, finalement, la pratique clinique a autorisé le fait de faire la 2e injection de façon beaucoup plus décalée. Diapositive suivante. Les autres vaccins dont on parle beaucoup, le Sputnik côté russe et les vaccins chinois. Donc pendant longtemps, on était très perplexe parce qu'on n'avait pas de données sur le Sputnik V. Sputnik V, c'est aussi des virus, mais donc avec une originalité, le fait d'injecter 2 types différents d'adénovirus qui permet aussi de peut-être garantir encore une meilleure immunogénicité, d'où les très très bons résultats obtenus avec le Sputnik qui sont supérieurs à l'AstraZeneca, avec une efficacité de 92%, donc publié dans The Lancet. Alors pour les données chinoises, on a moins de données. Diapositive suivante. Quelle était la stratégie française qui a été discutée depuis la mise à disposition de ces vaccins? L'idée, c'était de réduire surtout la mortalité et la morbimortalité, donc cibler les personnes les plus à risque. Diapositive suivante. Et donc là, c'est ce qui a été commenté et toujours commenté, c'est différentes formes de cibler les personnes les plus vulnérables, donc les EHPAD, les patients âgés, et ensuite on est monté en catégorie d'âge et aussi on a défini les personnes dont les comorbidités pouvaient être à l'origine de formes sévères de coronavirus, l'obésité, BPCO, hypertension, communication. Et dans le journal Le Monde d'hier, il y a un calendrier qui a été remis à jour montrant en fait qui a droit à quel âge on a droit au vaccin. Donc phase 4, phase 5, voilà. Donc on avance pour être tous vaccinés comme le propose notre président avant la fin de l'été. Diapositive suivante. Alors le souci, c'est l'acceptabilité. Il y a beaucoup de choses qui a été dites sur ces vaccins parce que le grand public a été impressionné de la mise à disposition de ces vaccins aussi rapide. Et on sait qu'en France, on a une attitude un peu, on a qualifié ça un peu le mal français vis-à-vis des vaccins. Il suffit de penser au Gardasil, qui est un vaccin contre les papillomavirus, qui est un vaccin remarquable et pour lesquels on est très très en retard. Et le vaccin contre la grippe, là c'est un vaccin qui est moins efficace. Donc là on voit, vous voyez, dans la population générale, l'acceptabilité est 75% des personnes, mais d'autres sont quand même très réservées. Diapositive suivante. Donc il est nécessaire de donner, expliquer et autres. Je pense qu'au cours du temps, là, on en gagne en acceptabilité. Maintenant, de plus en plus de personnes ont bien compris l'intérêt et l'importance et la bonne tolérance de ces vaccins. Diapositive suivante. Donc toutefois, de nombreuses questions persistent et continuent et d'autres apparaissent. Importante reste celle du risque. Alors qu'on est vacciné, est-ce qu'on peut quand même porter le virus et le transmettre? Aujourd'hui, on a des données qui montrent que c'est possible, mais c'est quand même rare. Donc, plus on est vacciné, mieux c'est, et ça diminue quand même très très largement la transmission virale.
La durée de protection, on n'a pas encore toutes ces données. On pense plusieurs mois, un an, on espère, mais on n'a pas ces données encore. Et quel vaccin pour quelle population, tout ça évolue encore actuellement. Mais donc l'ARN et quand même les vaccins ARN peut-être à privilégier, mais toutefois le mieux c'est quand même de vacciner le plus rapidement possible. Donc, si on a droit aux AstraZeneca, autant utiliser l'AstraZeneca si on l'a à disposition rapidement, mais c'est vrai que on verra les vaccins ARN ont l'avantage de couvrir largement tous les variants des vaccins ARN. Voilà. Diapositive suivante. Voilà. Donc une petite diapositive finale pour rajouter un petit peu sur l'inquiétude. C'était les premières diapos que l'on voyait dans la presse, par exemple, pour inquiéter sur la population. Donc, mais... Très bien. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, comme le temps passe et que il y avait quand même beaucoup de questions qui venaient des associations, peut-être, si vous en êtes d'accord, on peut passer à la table ronde et à ce moment-là, on va faire en sorte que vous puissiez rester audible, professeur Descamps, via le téléphone. Malheureusement, il y a ce petit souci technique. Donc, on va arrêter les présentations et je vais inviter Jacques Walsh à activer également sa caméra. Peut-être donc, Jacques, peut-être je vous laisse dire un mot et puis peut-être on peut, si vous voulez bien, on avait choisi donc avec les professeurs Stomont et Descamps d'être plutôt sur une forme un peu dynamique avec des questions-réponses. Vous pouvez également poser un certain nombre de questions au niveau des participants. On les relaiera auprès donc des deux professeurs qui nous font l'amitié d'être avec nous ce matin. Donc Jacques, je vous laisse peut-être vous représenter et puis lancer les premières questions. Très bien. Merci Georges. Donc Jacques Walsh, je suis membre de l'association Pemphigus Pemphigoïdes France. C'est une maladie auto-immune rare. Je suis également administrateur de la Fédération française de la peau. Donc, je remercie le professeur Stomont et le professeur Descamps de leur présentation qui présente un intérêt certain pour les associations, parce que la Fédération française de la peau est une fédération d'associations. Donc ces deux présentations, d'une part, vont nous être très utiles dans notre rôle associatif et d'autre part, vont contribuer à faire élever le niveau scientifique des membres de ces associations et leur ont également permis de mieux comprendre la relation entre la maladie et la vaccination, ou entre la vaccination et la maladie. Alors bien entendu, ma perception des choses est un petit peu biaisée du fait que je représente une association de maladies rares. Néanmoins, je pense que ces remerciements sont et seront ceux de toutes les associations. Alors la première présentation du professeur Stomont était particulièrement intéressante parce que elle abordait le côté pratique des choses qui est essentiel pour nous, les associations. Nous sommes souvent interrogés, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que vous pensez, quels sont les risques, et ma famille, et ceci, et cela. Donc, finalement, professeur, vous êtes allé au-devant des alarmes, vous êtes allé au-devant des hésitations que vous connaissez bien, puisque vous recevez les malades. Et donc, cette manière d'aborder les choses et de développer votre explication pour précisément désarmer les hésitations était particulièrement instructif pour nous et vraiment très utile. Cet aspect concret et pédagogique était essentiel. Et puis après vous est intervenu le professeur Descamps qui pour nous, association, a joué sur un autre registre, c'est-à-dire que d'abord, l'aspect scientifique de sa présentation, je ne veux pas dire que celui du professeur Stomont ne l'était pas, mais la scientificité, si je peux utiliser ce terme, était différente. Et en particulier, le professeur Descamps a bien expliqué pourquoi cette accélération. Tous nous, les associations, les malades, on avait tous en tête qu'un PHRC, c'était 10 ans, tout d'un coup, c'est 1 an. Bon, alors, voilà, vraiment, là, les exemples étaient particulièrement bien choisis, et ça a permis de comprendre pourquoi, en un délai extrêmement bref, on est passé à
à des délais. Le professeur Descamps utilisait la vitesse de l'éclair, c'est presque ça. Bien. Et ensuite, la présentation des avantages, inconvénients de chacun des vaccins était aussi très utile parce que ça va permettre de recouper, d'enrichir les informations qu'on avait reçues par ailleurs. Et j'ai apprécié ce qui était dit à la fin sur le vaccin russe et les vaccins chinois. Parce que bon, les vaccins, on ne les a pas encore sur les bras, si j'ose dire, ils ne sont pas encore arrivés sur le marché, mais ils arriveront inévitablement un jour. Et je pense que ce qui en a été dit permet de préparer les esprits des associations à comment positionner nos explications sur ces deux vaccins par rapport à ce qu'attendent nos malades et les questions qu'ils posent aux écoutantes. Donc, globalement, je crois c'était un gros enrichissement pour nous. Il faut remercier la Fédération française de la peau d'avoir procédé à cette visioconférence qui, calmement, a permis de bien présenter les choses, de tirer les enseignements des premières séances de vaccins, d'avoir un bilan, peut-être pas un bilan, c'est un peu tôt, mais déjà d'avoir des enseignements, un retour d'expérience des premiers vaccins. Alors, il y a des questions qui sont très particulières, mais d'abord, elles permettent je vais les relayer quand même, parce que ce sont souvent des fake news, et nous, associations, nous sommes interrogés sur ces cas très particuliers. C'est souvent sur ces cas particuliers que nous butons et que nous n'avons pas de réaction, que nous n'avons pas de réponse pertinente et scientifiquement établie. Alors, je livre la première question. Le vaccin Covid-19 peut-il affecter la fertilité des femmes? Alors, c'est très, très particulier, bien sûr. Néanmoins, c'est une question qui est posée. Et une autre question, vous y avez déjà répondu tous les deux dans vos exposés. Néanmoins, je souhaite vous la reposer de façon à marteler la réponse négative. Les vaccins Covid-19 sont-ils à l'origine de décès? Et donc, vous en avez déjà dit, vous en avez déjà parlé, mais je vous les repose quand même parce que ce sont souvent des questions qui reviennent et ce sont des alarmes qu'il faut désarmer pour convaincre nos membres de se faire vacciner. Alors, la fertilité des femmes et puis comment expliquer qu'il n'y a pas de surmortalité après une vaccination. Je peux éventuellement commencer, je laisserai Vincent compléter. Sur la fertilité, on n'a vraiment aucune donnée, hein. Ça n'a pas du tout été étudié. Sur la fertilité, il faudrait faire des essais, étudier cette fertilité. Après, on a quand même des données avec les vaccins antérieurs, même avec les vaccins vivants atténués qui sont qui secouent encore plus le système immunitaire. On n'a, à ma connaissance, pas d'impact sur la fertilité des femmes. Donc, d'expérience, je dirais non. Après, on n'a pas d'études, mais c'est vraiment pas quelque chose qui nous inquiète spécifiquement. Et ensuite, pour les décès, oui, bien sûr, il y a des décès. Alors après, déjà, il y a la relation de cause à effet du décès et du vaccin qui est pas établie forcément. Donc ça, c'est le travail des centres de pharmacovigilance, de récupérer les informations. Mais si on fait la balance bénéfice-risque entre le fait de se faire vacciner et ne pas être vacciné, ne pas être protégé contre la Covid, c'est largement, en termes de décès, largement en faveur du vaccin, puisqu'on est sûr que lors d'une infection Covid, il y a un risque, même dans la population générale, de faire une infection sévère, et il y a un risque de décès. Donc, il y a bien plus de décès qui sont liés à la maladie qu'au virus et qu'au vaccin, et pour les cas qui ont été observés dans les suites de vaccins, effectivement, on peut se poser la question du lien de cause à effet, mais il n'y a pas d'évidence pour l'instant. Beaucoup plus de risques de mourir de la Covid-19 que de mourir d'un vaccin, ça c'est certain, avec les essais cliniques et nos premières données de terrain. C'est des informations qui visiblement circulent sur Internet. Est-ce que finalement le vaccin contre la Covid-19 agit sur l'ADN humain ou est-ce qu'il peut aussi affaiblir ou provoquer une surcharge du système immunitaire? Je vais peut-être passer la parole à Vincent.
Oui, merci Delphine. Donc oui, pour renforcer ce que disait Delphine, bien sûr, le risque de mortalité en termes de fertilité, sûrement pas, mais bon, on n'a pas les données, mais on ne voit pas pourquoi ça aurait des conséquences sur la fertilité. Pour les décès, c'est vrai qu'on a vu des décès quand on vaccinait les EHPAD, mais là, le taux de décès régulier est bien sûr important, mais on n'a pas des observations récentes de thrombose où on discute le rôle du vaccin reste à être confirmé, étudié. Pour l'instant, on n'a pas ces données-là, mais globalement, ce risque est extrêmement minime par rapport au risque lié à l'infection Covid. Voilà. Donc la question était là, je suis parti. Pour l'ADN, tu sais, est-ce qu'il y a un risque pour… Sur l'ADN, oui, le risque mutagène. Non, en fait, il n'y a aucune arrière-pensée sur un risque mutagène. C'est vrai que là, le grand public découvre l'utilisation de l'acide nucléique pour la vaccination, mais c'est de l'ARN, donc de l'ARN ne va pas se transformer en ADN, donc il n'y a aucune arrière-pensée, aucun risque là-dessus de risque de mutagénèse, de risque de modification du patrimoine génétique, donc on peut complètement rassurer nos patients. Moi, je pense que c'est des questions tout à fait légitimes. Quand on n'est pas, on baigne pas dans la science. ADN, ARN, c'est des choses qui peuvent faire peur. Et je pense que vraiment notre job, je dis qu'il y a plusieurs façons de vacciner. C'est aller sur les vaccinodromes pour vacciner prêter main. C'est ce que plein de collègues font. Et puis il y a aussi à apporter l'information, à rassurer, à répondre aux questions, répondre aux mails. Je pense que ça fait aussi partie de l'acte de vaccination. Jacques, il y a une question très précise. Oui, il y a une question très précise de José de Félix. Alors, José de Félix, dans les maladies dermatologiques, c'est une personnalité, elle me représente auprès de la NSM et de l'INSERM. Elle pose une question sur quoi agit le vaccin quand on est sous rituximab depuis moins de 3 mois? C'est très pointu en matière scientifique, donc je laisse peut-être le professeur Descamps répondre à cette question. Sur quoi agit le vaccin quand on est sous rituximab depuis moins de 3 mois? C'est que le rituximab va dépléter les lymphocytes B et donc diminuer la réponse de type anticorps, mais on a une réponse cellulaire. En fait, la réponse anti-vaccinale induite par le vaccin et donc elle est à la fois induit une réponse innée puis ensuite une réponse spécifique cellulaire. Donc il y aura une réponse immunitaire qui pourrait peut-être chez un patient qui est sous rituximab, mais qui existe tout de même. Donc d'un côté, comme l'a dit Delphine, il n'y a pas de risque à vacciner, et il y aura quand même un avantage à vacciner. Alors c'est vrai qu'on a une réponse anticorps qui sera moins importante, mais on a une réponse cellulaire qui protégera. Donc il n'y a pas que les anticorps, et puis là, il y a le côté déplétion en lymphocyte B n'est pas complète non plus. Donc il y aura une petite réponse humorale quand même persistante et surtout une réponse cellulaire qui va permettre de protéger le patient qui sera vacciné. Et votre réponse est importante parce que, si je peux me permettre, parce que pour nous, associatifs, les biothérapies sont quand même des choses qui sont un petit peu nouvelles dans le traitement de nos maladies. Et les facteurs explicatifs, les éléments d'explication que nous développons à l'égard de nos malades, en particulier pour les convaincre d'adhérer à des panels de PHRC, arrivent quasiment en même temps que la nécessité de convaincre pour la vaccination. Donc la réponse que vous venez de donner est importante, mais peut-être, professeur Stomont, peut-être avez-vous là-dessus quelque chose. C'est arrivé en même temps pour nous des biothérapies et des vaccins. Ce qui est important, c'est qu'avec l'arrivée des biothérapies, on va traiter de façon extrêmement ciblée l'anomalie physiopathologique, l'anomalie immunitaire de telle ou telle pathologie. En fonction de telle pathologie, on va cibler, par exemple, ce qu'on appelle la réponse TH2 dans le dupilumab. On va cibler la réponse humorale dans les maladies bulleuses auto-immunes, comme le pemphigus et le rituximab. Donc, en fait, ce sont des traitements très ciblés qui, finalement, font un peu peur parce qu'ils sont nouveaux, mais qui, finalement, en termes de tolérance, sont beaucoup mieux tolérés que les immunosuppresseurs un peu généralistes qui touchaient sur l'immunité innée, adaptative, T, B, etc. Donc là, en fait, on a une chance d'avoir quelque chose qui est non seulement efficace parce que ciblé, mais également du fait de son caractère très ciblé, il ne va pas impacter tout le système immunitaire et donc on a encore des possibilités de défense. Ça, c'est très important.
on gagne en efficacité et en tolérance en étant ciblé. Donc, le côté un peu stressant de la nouveauté du biomédicament, nous, en tant qu'immunologistes, ça nous rassure parce que le côté ciblé fait qu'il reste une défense immunitaire efficace. Et je vous remercie. Alors, des questions sur la logistique. Et si la logistique ne permet pas à la deuxième dose d'arriver à temps à la bonne température? Alors, on sort un peu du cadre de notre épure de ce matin, mais c'est quand même des questions qui sont relayées par les responsables d'associations. Est-ce que l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre d'entre vous aurait des facteurs de tranquillité ou de tranquillisation à apporter? Peut-être répondre. C'est vrai qu'on est, nous, scientifiques, on travaille à partir des études qui ont été publiées, qui ont été faites avec 2 doses. Donc c'est vrai qu'au début, les cliniciens et scientifiques étaient pour suivre les schémas tels que publiés. Nos collègues anglais ont adopté une attitude tout à fait nouvelle et un petit peu au début qu'on jugeait même étonnante de ne faire qu'une dose parce que finalement ils ont vacciné largement leur population mais avec une seule dose d'AstraZeneca. Et on se rend compte qu'avec déjà une dose, on diminue énormément la transmission du coronavirus. Donc déjà vacciné par une dose apparaît suffisante pour un grand nombre de personnes. Bien sûr, il faut mieux rester dans ce qui avait été fait et faire la deuxième dose, mais donc vacciner déjà une dose, ça apporte un bénéfice certain. Et les études cliniques commencent à nous le confirmer sur ce qui a été publié en Angleterre. Merci. J'avais une question également, moi, de mon côté, si je peux me permettre, Jacques. C'était, il y avait 2 questions. Est-ce que j'ai besoin de me faire vacciner si j'ai eu le coronavirus et que j'ai été guéri? Ça, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises. Et puis, aussi, mais vous y avez déjà répondu, hein, est-ce que les vaccins contiennent des substances, on va dire, animales ou pas, ou alors des substances qui sont jugées comme sensibles ou controversées? Je peux répondre à la première question, je laisserai la deuxième pour Delphine. Quand on est infecté par le coronavirus, en fait, on voit qu'un certain nombre de personnes peuvent se réinfecter. On a vu ça chez nos collègues, nos infirmiers et infirmières qui ont fait 2 infections. Donc ça immunise pas totalement. Vraisemblablement, c'est dépendant du terrain immunitaire de la personne, peut-être de la charge virale au moment de l'infection. Donc il faut quand même se faire vacciner, même si on a fait une infection à coronavirus. Actuellement, ce qui se discute, c'est est-ce qu'il faut faire 2 doses. Des collègues ici à Bichat en virologie proposent de ne faire qu'une seule dose. Après, on peut étayer ça aussi sur des données sérologiques. On peut se faire pour regarder est-ce qu'on a une immunité qui est importante pour le virus. Décider de ne pas se faire vacciner. Et si on veut après juger de l'immunisation après une seule injection de vaccin, il faudrait des sérologies très très spécifiques sur la protéine spike. C'est pas à disposition pour le grand public. Donc au total, on a fait le coronavirus, mieux vaut quand même se faire vacciner, mais avec une seule dose, ça paraît suffisant. Pour le grand public, c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Et puis, il faut peut-être attendre un petit peu. Si on a un Covid récent, parfois, on dit qu'il faut attendre 4 mois, peut-être 6 mois après l'infection, en fait. Voilà, alors c'est ça aussi un délai. C'est vrai que dans les campagnes de vaccination, actuellement, vous entendez bien, on ne propose pas de faire un test pour regarder est-ce que vous êtes en train d'incuber un coronavirus asymptomatique. On vaccine parce que ça serait un coût trop important pour la population et il n'y a pas eu de circonstances montrant le risque de se vacciner alors qu'on vient d'être infecté. Néanmoins, si on a une infection en cours, c'est vrai qu'il faudra attendre. Le système immunitaire déjà se défend bien et il faudra attendre à distance pour se faire vacciner, comme dit Delphine. Après, pour la deuxième question, les composés sensibles, donc en fait, il n'y a pas de choses type perturbateurs endocriniens
J'avais vu dans les questions aussi de protéines animales, œufs, porc, etc. En fait, les composés qui sont suivis, sur lesquels on porte notre attention en tant qu'allergologue, c'est vraiment ceux que je vous ai présentés, le polyéthylène glycol, qui rentre en compte dans la fabrication du vecteur nanoparticule des vaccins RNA, et le polysorbate 80, qui est dans le vaccin Moderna RNA et dans les autres vaccins qui ne sont pas ARN. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on surveille. C'est pas une contre-indication. Enfin, je veux dire, ça va pas forcément vous sensibiliser. Si vous n'êtes pas sensibilisé contre le produit, initialement, il ne se passera rien. Si il y a un doute sur une sensibilisation à ces produits, on peut faire des tests. On peut tester ces substances pour voir si vous êtes vraiment sensible, allergique. Et dans ce cas-là, on choisira le vaccin qui comporte pas ce composant-là. Par contre, on ne fait pas de test prédictif. C'est une question qu'on nous pose parfois. C'est-à-dire, j'ai peur, j'ai jamais fait d'allergie particulière à un vaccin, mais voilà, j'ai peur, soit parce que j'ai des antécédents allergiques autres, ou même, voilà, je voudrais savoir si je ne suis pas allergique, est-ce que je peux faire des tests avant? Nous, on n'en fait pas. Pour n'importe quel médicament, on ne fait jamais de test prédictif, parce qu'un test ne peut révéler que une sensibilisation qui existe déjà. Et donc, ils ne seront pas contributifs, ils marcheront pas, ce sera négatif si vous n'êtes pas sensibilisé. Et en plus, on peut imaginer sur un plan immunologique qu'une petite quantité injectée pour faire les tests pourrait au contraire vous sensibiliser. Donc ça, on ne fait jamais de tests prédictifs. Et puis en plus, honnêtement, je ne gâcherai pas, entre guillemets, une dose de vaccin pour faire un test. Par contre, je peux tester les composants ou le médicament auquel vous avez fait une réaction et dans lequel il y a peut-être du polysorbate 80 ou du polyéthylène glycol. Ça, par contre, je peux le tester avant. Alors, on va sortir un petit peu du cadre de l'épure, là, parce que c'est un peu aussi le rôle de la fédération de lancer lancer des sujets comme ça. La vaccination, bien entendu, a des effets sur nos maladies, pose des questions, mais peut-être est-ce qu'il faudrait regarder un petit peu la question des déprogrammations dans les hôpitaux, de façon à accueillir plus facilement et plus de malades atteints du coronavirus. Bien entendu, pratiquement tous les hôpitaux sont obligés de recourir à des déprogrammations. Donc, ce sera probablement un rôle de la fédération dans les semaines et dans les mois qui viennent de déterminer en quoi l'interaction des déprogrammations avec nos maladies, que ce soit consultation, hôpital de jour, intervention, bref, tout le monde sait ça. Mais est-ce qu'on a déjà, dans ces domaines, des informations sur l'impact des déprogrammations sur les maladies dermatologiques? Ou est-ce que je sors de votre cadre d'intérêt et d'activité au quotidien? Non, pas du tout. Au quotidien, je suis vraiment responsable du secteur hospitalisation, donc c'est une question extrêmement importante. Oui, je dirais que c'est surtout les effets du premier confinement. En fait, le premier confinement, on a tous été sidérés, patients comme médecins, tout s'est arrêté, on a déprogrammé la consultation. Très vite, on s'est mis en route pour la téléconsultation, pour revoir les patients, mais il y avait des patients qui avaient une crainte aussi légitime, qui n'osaient pas venir à l'hôpital, où on était branle-bas de combat affiché hôpital Covid, et c'était effectivement, beaucoup de lits étaient des lits dédiés Covid. Donc, je pense que effectivement, personnellement, je ne parlerai que personnellement parce que j'ai pas de vision politique. Je ne suis pas du tout voilà, compétente dans le domaine. Mais en tant que voilà de médecin de base dans mon service, oui, effectivement, on a récupéré des patients, que ce soit en inflammatoire, en dermatologie inflammatoire, mais aussi en dermatologie onco, donc des patients avec des lymphomes, des mélanomes, etc. On a récupéré des patients avec un retard soit de diagnostic, soit de prise en charge, une rupture thérapeutique, une rupture de suivi, etc. Je dirais que ça, c'est vraiment les conséquences du premier confinement qu'on est encore en train de rattraper. Par contre, dès les deuxième, troisième confinements, nous, on est même en quatrième confinement ici à Lille. En tout cas, pour la dermatologie, nous n'avons rien déprogrammé, ni la chironco, ni les suivis. Les patients venaient.
tout ce qu'on pouvait faire en téléconsultation pour les patients les plus fragiles, notamment les patients avec des traitements immunosuppresseurs. On a fait en téléconsultation, on avait les patients au téléphone, on échangeait beaucoup par mail. Donc, effectivement, la déprogrammation nous a beaucoup touchés au premier confinement parce qu'il y a eu un phénomène de sidération complet, médical, patient, administratif au niveau du CHU. Mais là, je veux dire que malheureusement, on s'est habitué, on s'est organisé. C'est certainement pas la même question pour les patients. J'ai une patiente qui attend désespérément sa chire bariatrique. Elle est extrêmement motivée. Elle a vraiment très peur que ce soit déprogrammé parce que pas prioritaire. Donc là, je pense qu'en chirurgie, c'est compliqué parce que les lits post-opératoires de chirurgie sont en fait basculés vers des lits de réanimation médicale pour désaturer, désengorger la réanimation médicale. Et en fait, c'est surtout dans les services de chir actuellement, de chirurgie lourde, de transplantation qu'on souffre le plus. Nous, on s'est organisé, maintenant on vit avec le virus. Oui, je complète. À Bichat, la préoccupation est de préserver cette filière non-Covid pour pouvoir continuer à prendre en charge nos patients en cancérologie, pour les maladies inflammatoires qui nécessitent les immunothérapies en particulier. Mais le gros souci, c'est un manque de personnel de soignants. Donc, je vois dans mon service, j'ai dû diminuer le nombre de lits en hospitalisation complète, dans les services Covid, parce que là, il y a aussi une grande demande de personnel. Donc, on est confronté à ce souci aussi de manque de personnel soignant. Ça, c'est un élément important qui impacte. Mais néanmoins, on a toujours la préoccupation de bien prendre en charge nos patients non Covid, parce qu'on avait observé, comme Delphine l'a cité, après la première vague, des pertes de chance pour certains qui n'ont pas pu être pris en charge. Donc là, on fait le maximum pour faire la continuité des soins. Merci. J'avais, moi, de mon côté, 3 questions que j'ai notées rapidement. Peut-être, Jacques, vous les aviez aussi notées. C'est est-ce qu'il y a le même facteur de protection quand on souffre d'une infection dermatologique que quand on n'a pas du tout quand on souffre d'aucune pathologie? Il y avait une question spécifique là d'une participante sur les effets secondaires possibles sur la thyroïde. Et une autre question sur les délais entre, quand on a contracté le Covid, entre la fin de la maladie et le moment où on peut se faire vacciner. Je sais pas. Vincent, tu veux parler du facteur protection Oui, je veux bien parler du facteur protection. Par contre, on ne t'entend pas bien. Par exemple, pour des patients qui ont des maladies inflammatoires, lupus et autres, est-ce que ça va, ils sont plus à risque? Cette forte immunité qui se retourne contre eux dans le cadre de leur maladie les protège quand même peut-être plus que les autres patients de l'infection Covid. Alors il y a toujours une discussion qu'on n'a pas eue, une question qu'on n'a pas eue, c'est quelquefois le risque de entraîner une poussée de la maladie du fait de la vaccination ou du fait de l'infection. Et donc on se rend compte, en particulier pour certains patients lupiques, que le fait de contracter le virus va non pas leur faire développer une infection Covid sévère, mais plutôt entraîner une poussée de leur maladie lupique. Donc, pour tous les patients qui ont des pathologies inflammatoires, finalement, ils ont une réponse immunitaire qui est plus importante que le reste de la population. Donc, ils sont finalement protégés de ce côté-là, de faire des infections sévères Covid. Voilà, c'est ça que, donc, si on veut voir les choses positives des choses. C'est vrai que... Stéphane, tu veux rajouter ? Oui, mais de toute façon, pour dermatite atopique urticaire, on sait que les patients, quand ils font une infection, mais alors quand je parle d'une infection, c'est un rhume, donc un coronavirus, mais un banal rhume, ou alors une gastro, on sait très bien que ces patients, et les patients en éducation thérapeutique, on leur explique, et ils le savent, qu'ils risquent de faire une poussée d'urticaire, d'eczéma, de psoriasis, parfois après, de façon décalée ou immédiate, lors d'une infection. Donc c'est pareil avec la Covid, c'est une maladie virale qui peut déclencher des poussées inflammatoires dermatologiques, mais qu'on arrive à contrôler. Il faut vraiment rassurer, mais c'est comme avec les autres virus. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence. On a même quelques patients qui avaient certainement un terrain urticarien ou atopique avec une peau sèche ou parfois des démangeaisons, mais qui n'étaient pas franchement, qui n'avaient jamais vraiment déclenché la maladie et qui peuvent
au décours de la Covid, soit pendant, soit parfois quelques semaines après, révéler la maladie, parce que la Covid a boosté un système immunitaire qui est, comme Vincent l'a dit, déjà au taquet, on va dire. Et pour la question sur la thyroïde, non, à ma connaissance, il n'y a pas plus de risque de décompenser une pathologie thyroïdienne avec ce vaccin qu'avec un autre vaccin. Et le délai sur la fin de la maladie, on en a parlé. Effectivement, si on sait qu'on est malade, il faut attendre un petit peu parce que le système immunitaire est déjà suffisamment occupé qu'il y a une grande chance qu'on soit en train de fabriquer nos anticorps ou notre réponse cellulaire. Donc, comme l'a dit Vincent, ça n'empêchera pas de nous faire vacciner, mais il faut attendre un délai. Et ça, c'est à voir avec le médecin. C'est lui qui décidera du délai. Ça peut être 3-4 mois, parfois 6 mois. Ça dépend vraiment. C'est au cas par cas. On revient sur les maladies auto-immunes. C'est l'interaction entre maladies auto-immunes et la gamme de tous les vaccins. Est-ce que certains vaccins sont à décommander ou à recommander aux porteurs de maladies auto-immunes? Ou est-ce qu'ils ont tous les mêmes avantages et les mêmes inconvénients pour les malades porteurs de ces maladies-là? Alors, on n'a pas de données précises pour recommander l'un ou l'autre. C'est vrai qu'on je privilégierais plus les vaccins ARN que les vaccins adénovirus. Les vaccins adénovirus entraînent vraiment une immunité un peu plus large que l'ARN. L'ARN, ça cible finalement la spike, le gène cible et la protéine qui correspond à l'ARN injecté. L'adénovirus recombinant va aussi produire d'autres protéines virales, en plus de la protéine du spike, et on voit d'ailleurs dans les effets secondaires, ils sont quand même plus importants avec les virus à adénovirus, tels que l'AstraZeneca, avec une fièvre plus importante, des signes généraux et autres. Donc, pour des maladies inflammatoires auto-immunes, je privilégie pour mes patients les vaccins ARN, donc Moderna et Pfizer, bien qu'il n'y ait pas de contre-indication au vaccin à adénovirus. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Donc si on peut se faire vacciner dès cette semaine par un AstraZeneca et que par contre l'ARN on l'aura que dans quelques mois, mieux vaut privilégier le vaccin qu'on peut avoir tout de suite. Mais si on a la possibilité, le choix immédiat, je privilégierais peut-être l'ARN complété. Mais c'est sûr, tout à fait d'accord. Il vaut mieux un vaccin rapidement qu'un vaccin attendu, parce qu'en l'absence de données scientifiques, on ne peut pas imposer un vaccin plutôt qu'un autre. Après, en fait, la grande difficulté, j'explique toujours aux patients, c'est qu'on est confronté actuellement aux données scientifiques qui arrivent en fait jour après jour. Donc, on est un peu en temps réel. Et puis surtout à l'offre, à ce qu'on a. On n'a pas toujours tous les vaccins, on n'a même pas toujours tous les vaccins disponibles. On n'a pas les quantités pour l'instant extensibles. Donc, en fait, on est confronté entre les données scientifiques, entre ce qu'on pressent mieux pour notre patient et puis les contraintes logistiques. J'avais pour ma part 2 questions sur, je crois que vous l'avez évoqué, mais c'est peut-être important de le redire. Est-ce qu'on connaît des interactions entre le vaccin et les traitements, les différents traitements sur les maladies dermatologiques? Et une autre question sur les enfants. Voilà. Est-ce que mon enfant souffre d'une maladie dermatologique? Quand peut-il être vacciné? Est-ce qu'il fait partie des publics prioritaires ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un retour par rapport à la vaccination sur les enfants? Alors, sur les traitements, non, vraiment, c'est pas. Alors, il n'y a pas de données non plus. On n'a pas fait des études pharmacocinétiques, des études d'immunisation vis-à-vis de tel traitement et les vaccins. Mais clairement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de registres européens dans la dermatite atopique, dans le psoriasis, avec des milliers de patients qui sont inclus en vraie vie et des patients de la vraie vie, avec des médecins de la vraie vie. On n'est pas dans les essais cliniques. Et clairement, les datas sont extrêmement rassurantes de patients qui ont poursuivi leur traitement, qui ont tout à fait supporté la Covid s'ils ont fait la Covid et qui ont tout à fait supporté le vaccin s'ils ont été vaccinés. Donc, pour ça, on est plutôt rassurant. Pour l'enfant, je pense, je vais passer la main à Vincent, mais on n'a pas beaucoup de données et on suit un peu le calendrier logistique politique.
Oui, et c'est vrai que jusqu'à présent, on voit bien que l'enfant font des formes mineures, donc ils sont pas la cible dans le calendrier des vaccinations. Et donc, s'ils sont vaccinés, ils seront vaccinés en dernier. Alors, sauf des enfants qui ont une pathologie grave, qui ont des facteurs de risque. Donc, dans ce cas-là, ils rentreraient dans les personnes à risque et donc, dans ce cas-là, doivent évidemment recevoir la vaccination. Alors, on approche de la fin. Deux questions, une vraiment de détail. Est-ce qu'il est recommandé ou est-ce qu'il est utile d'assurer un suivi de malades qui se sont fait vacciner? Ou est-ce que le malade peut gérer tout seul ou se référer au médecin qui a validé sa vaccination? Alors, le point le plus important, c'est vraiment en amont par rapport aux contre-indications de vérifier qu'il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas besoin d'une consultation. Il y a des recommandations que le médecin traitant connaît bien, mais on doit être disponible à ce moment-là également pour le patient, pour le médecin traitant, pour le médecin qui va vacciner. Après, non, les surveillances, c'est le risque d'hypersensibilité immédiate. Donc, les surveillances sont de 15 ou 30 minutes en fonction des patients avec des guidelines qui sont assez clairs, comme je vous ai montré. Et après, non, il n'y a pas de surveillance particulière à mettre en place. Il faut être à l'écoute, disponible s'il y a une réaction retardée. Mais il n'y a pas de choses particulières à mettre en place. Voilà, je compléterai, comme tous les autres vaccins, c'est vrai qu'une prescription de paracétamol peut être utile parce qu'on peut avoir de la fièvre, on peut avoir des myalgies, des sensations un peu pseudo-grippales suite à la vaccination adénovirus. Donc, expliquer, prévenir, parce que pendant 48 heures, on peut avoir ces manifestations-là, rassurer aussi, parce que ça s'arrête là, généralement. Mais donc, prescrire du Doliprane et bien informer sur le risque possible de ces manifestations. Et puis, localement, les signes locaux vont aussi régresser assez rapidement. Voilà, c'est vraiment dans la prévention. Après, moi, comme je préviens toujours avec n'importe quel vaccin qu'on peut faire une petite réaction, urticaire, DA, etc., les patients connaissent leur traitement et ils peuvent nous contacter facilement. Moi, ils peuvent m'appeler, m'envoyer un mail. Et puis, généralement, ils connaissent très bien. Ils me disent, j'ai remis mon dermocorticoïde, j'ai remis mes soins locaux. Et si ça passe pas, on les voit rapidement en consultation. En règle générale, avec de la prévention avant, ça se passe bien. Merci. Alors, je vous pose la dernière question avant de donner la parole au président Meurant. On vous remercie à nouveau, les deux intervenants que nous avons eus ce matin. Quels sont maintenant les domaines d'intérêt pour vous? Vers quel type d'études vous vous projetez? À quel domaine allez-vous être attentif dans cette relation entre vaccination et dermatologie? Personnellement, je laisserai la parole à Vincent. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, travaillant en laboratoire d'immunologie, c'est de comprendre en fait les différentes composantes du système immunitaire qui sont activées lors de la vaccination et de comprendre s'il peut y avoir des modulations en fonction du terrain immunologique sous-jacent et en particulier en dermatologie. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de regarder la réponse auto-immune, donc les lymphocytes B, la production d'anticorps, mais également la réponse lymphocytaire T, la réponse innée qui est la première ligne de défense immunologique. Est-ce qu'elle peut varier entre l'individu dans la population générale qui n'a pas de maladie dermatologique et le patient qui a une maladie dermatologique? Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très intéressant. Oui, cette pandémie nous offre un terrain d'études à tout niveau. Donc là, concernant la vaccination, c'est le devenir de cette vaccination, la durée d'efficacité, l'évaluation en fonction des nouveaux variants, le suivi d'épidémie, vraisemblablement la nécessité de se refaire vacciner chaque année. Donc ça va être tout à fait intéressant de suivre l'histoire virologique de ces coronavirus qui nous réserve encore et régulièrement encore beaucoup de choses. Là, il y a tous ces problèmes de thrombose, quand même, c'est quelque chose à comprendre. Mais on pense que c'est simplement le fait d'une grande réponse inflammatoire que l'on peut avoir dans le cas viral ou stimulation par une vaccination et il faudra identifier des terrains. Donc c'est vraiment encore une fois, il faut rassurer nos patients parce que c'est une
très faible minorité, et encore faut-il encore que ce soit confirmé dans le cadre de la reprise de toutes ces observations. Et un autre élément de recherche qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre les manifestations, on n'a pas eu le temps d'en parler, là, cutanées associées à l'infection Covid. Et je dirais juste un petit mot sur ces manifestations à type de Bluetooth, d'orteils bleus ou pseudo-engelures, qui sont associées à une infection Covid, mais qui souvent ne fait pas sa preuve parce qu'on n'arrive pas à mettre en évidence l'infection virale par la PCR, voire même la sérologie. Et on a étudié ça à l'ICHA qui montre que localement on produit des interférons. Donc en fait, certains sujets qui ont une bonne réponse immunitaire vont produire très rapidement de l'interféron responsable de ces petites manifestations à type de pseudo-engelure, comme on voit dans des maladies comme le lupus. Et donc là, on voit l'importance d'une bonne réponse immunitaire pour bloquer le virus, et même ça bloquera aussi la réponse humorale, parce que les sérologies sont souvent négatives. C'est important pour les dermatologues de connaître ces manifestations qui témoignent d'une infection à SARS-CoV-2, donc ces tableaux à type de pseudo-engelure. Il y a d'autres manifestations qui ont été rapportées. On peut avoir des anthèmes urticaires, différents types de réactions, mais celles-là sont assez étonnantes et témoignent. Ces patients font des formes mineures en fait d'infection à SARS-CoV-2. Donc il faut maintenant vraiment un terrain d'étude pour comprendre la réponse immunitaire et virus, et permet aussi peut-être après d'améliorer ce type de nos vaccinations à proposer, quelles sont les vaccinations les plus efficaces. Voilà, donc c'est un sujet passionnant qui nous réserve vraisemblablement encore beaucoup de surprises. On le voit, on en parle aujourd'hui au sein des données actuelles, mais les données sont toujours en constante évolution, donc il faut suivre ça. Et beaucoup d'études sont en cours, donc on aura des informations qui vont régulièrement sortir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur. Donc, Jean-Marie, le président, à toi la parole pour terminer cette matinée de travail. Alors, pour une première conférence, parce que professeur Stomont, professeur Descamps, c'est une première, cette webconférence que nous organisons. Je pense que c'est un vrai succès de participation, un vrai succès sur le niveau scientifique que vous nous avez apporté, et je tiens à vous en remercier extrêmement sincèrement au nom à la fois des adhérents de la Fédération française de la peau, mais aussi tous les malades en dermatologie qui, je pense, vont être intéressés par leur participation à la conférence aujourd'hui, mais plus encore à l'information que les responsables d'associations pourront leur apporter. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur et remercier la Société française de dermatologie de nous avoir soutenus dans l'organisation de cette conférence. Et je pense que l'ensemble des participants qui ont été nombreux à envoyer des messages de remerciements pour l'organisation donc de cette conférence. Bon, d'autant plus merci professeur Stomont et professeur Descamps, que nous sommes à la veille d'un grand week-end et nous savons que vous êtes déjà chargés professionnellement. On ne va pas plus vous charger familialement, en vous remerciant et puis en vous souhaitant un excellent week-end. Merci. Merci beaucoup. Nous passons dans un petit point d'actualité, si vous le souhaitez, avec Georges Martineau concernant un peu les axes de travail que nous avons. Pour parler justement du plaidoyer que la Fédération française de la peau a mis en place, 15 propositions pour 20 millions de malades. 20 millions de malades à un degré ou un autre malade en dermatologie, avec l'objectif de faire des propositions concrètes dans le cadre de l'amélioration des parcours de santé des malades, sur les problématiques d'errance diagnostique, sur les problématiques d'articulation des différents professionnels de santé qui peuvent être mobilisés dans l'accompagnement des malades. Il est sûr que on a les dermatologues, mais on a aussi des personnes qui sont sur les psychologues, qui peuvent être aussi des personnes qui interviennent en matière de kiné complémentaires pour des problèmes rhumatismaux, de personnes qui sont traitées pour des problèmes dermatologiques plus sévères. C'est aussi pouvoir prendre en compte le besoin et l'expertise des patients, permettre à ce que, comme vous le disiez, professeur Stomont et professeur Descamps, pouvoir amener des discussions et des complémentarités de vue. C'est lutter contre les inégalités sociales de santé. Clairement, il y a
des problématiques de reste à charge particulièrement importants, des produits utilisés de manière significative, voire même quotidienne par des malades pour se soigner qui sont considérés comme des produits de confort, alors que c'est vraiment la nécessité impérieuse qu'ils ont de pouvoir les utiliser pour eux-mêmes ou leurs enfants ou pour les bébés qu'ils ont. C'est pouvoir favoriser le maintien dans l'emploi de la peau. Quand vous avez, vous le savez, des atteintes cutanées profondes, quand il y a des répercussions systémiques de la maladie de peau, de la maladie inflammatoire, du type rhumatismal par exemple, ça pose le gros problème, ou des maladies affichantes, le gros problème de maintien dans l'emploi. C'est lutter contre l'isolement et le rejet social des malades de la peau. D'ailleurs, je remercie un certain nombre de comiques et de politiques de se gausser encore actuellement des problèmes de peau que rencontrent les malades. Et c'est pouvoir lutter contre les inégalités territoriales de santé. C'est un trait d'humour pour l'humoriste. Lutter contre les inégalités territoriales de santé en instaurant un dialogue étroit avec les caisses primaires d'assurance maladie, la CNAM, et puis d'autre part aussi les ARS et les MDPH pour qu'on améliore la et la prise en charge des maladies de peau. Donc un vaste sujet, un très vaste domaine pour lequel la Fédération française de la peau s'implique et travaille à la mise en place d'un observatoire des maladies de peau et des répercussions sur les maladies de peau qui vont nous permettre d'avoir des datas, d'avoir des chiffres sur les impacts, parce que trop souvent et trop peu souvent, nous manquons et nous ne sommes pas pris au sérieux parce que nous manquons de données. Et il est extrêmement important qu'on puisse présenter le panorama de ce que est la souffrance des malades de la peau et d'autre part de ce que coûtent les maladies de peau en n'étant pas traitées en France aujourd'hui. Ça, c'est, on va dire, le plaidoyer le plus important que l'on et qui nous permet de sensibiliser, que ce soit d'autres professionnels de santé, alors pas la ASFD, dans la mesure où ils sont particulièrement proches et sensibles à ce plaidoyer, mais l'ensemble des actions de santé qui nous contactent et que nous contactons. Et sachez que nous sommes en contact avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, avec la Haute Autorité de santé, la Direction générale de l'offre de soins et la Direction générale de la santé au niveau du ministère, par l'intermédiaire des administrateurs et avec Georges Martin, le délégué général. Je vous laisse peut-être conclure, Georges, j'en ai à 2 minutes. Je vous ferai une excuse. Oui, tout à fait. Rapidement, voilà, on a aussi structuré un certain nombre de projets autour du fait de travailler à une meilleure information et un soutien des associations, des malades et du grand public. Ça nous semble important. Donc, avec un certain nombre de projets qu'on met en place, un plaidoyer, Monsieur Morand vient de l'évoquer, et aussi un travail de représentation des associations de malades auprès des acteurs, de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les maladies dermatologiques, et puis un travail autour de la recherche et de l'innovation et de l'accès au traitement qu'on a évoqué. Donc voilà, dans les projets que met en place la Fédération française de la peau en 2021, il y a donc ce cycle de webconférences. C'est la première webconférence d'une série de 6 qui seront proposées en 2021. La prochaine sera prévue au mois de mai. On est en train de finaliser et le programme et la date qui vous sera communiquée très prochainement. Et ça traitera des affections dermatologiques et de la santé mentale. On a déjà publié un e-book que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédération française de la peau qui traite des souffrances psychiques et des maladies dermatologiques. Et donc, à partir de cet e-book et de l'intervention de divers experts, on souhaite pouvoir vous proposer une webconférence sur ce sujet. Je tiens à nouveau à remercier les intervenants, le professeur Stomont, le professeur Descamps, Jacques Walsh et notre président de s'être mobilisé sur ce samedi matin pour qu'on puisse parler de ce sujet qui était très important, et on compte sur votre participation nombreuse sur cette webconférence du mois de mai. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, et merci aussi à nos supporters partenaires que vous voyez en bas, donc Boehringer Ingelheim et Sanofi, ainsi que la Société française de dermatologie qui nous permet de vous donner toutes ces informations. Merci. Au revoir et bon week-end. Merci à tous, bon week-end.